Une semaine après avoir entièrement remboursé mon appartement, ma sœur s'est pointée et a annoncé que nos parents avaient accepté de la laisser emménager avec sa famille. Elle s'attendait à ce que je parte et que je me trouve un autre logement. J'ai 32 ans, je suis célibataire, sans enfant, et je travaille dans l'informatique. Mes parents habitent à 30 minutes, dans la même banlieue où nous avons grandi. Ma sœur, Rachel, a 28 ans. Elle est mariée à Marc, et a une fille d'1 an. Elle a toujours été celle que les professeurs adoraient, celle que les voisins couvraient d'éloges. Moi, j'étais celui qui tondait les pelouses en été, pendant que Rachel pouvait se concentrer sur ses études. Mes parents ne voulaient pas faire de favoritisme, mais si quelque chose se cassait, c'était toujours, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. Si Rachel avait besoin d'aide, toute la famille déplaçait des montagnes. Il y a 2 mois, je venais de finir de payer mon appartement. Un 3 pièces, à Chicago. Rien d'extraordinaire, mais il était à moi. Chaque recoin avait une histoire. Le réfrigérateur d'occasion, qui gémissait à chaque fois qu'il se mettait en marche. La table de salle à manger bon marché, que j'avais mal montée, et qui vacillait si on s'appuyait dessus. Le placard que j'avais transformé en un minuscule bureau, parce que je ne pouvais pas me permettre un logement plus grand, avec un vrai. Pendant des années, cet appartement était la ligne d'arrivée vers laquelle je rampais. J'ai renoncé aux vacances, j'ai conduit une voiture assez vieille pour voter, et j'ai appris à réparer les éviers qui fuient sur YouTube, au lieu d'appeler des plombiers. Mes amis sortaient dans les bars le week-end. Moi, je faisais des livraisons DoorDash après le travail, pour un peu d'argent supplémentaire. Et quand la banque a envoyé cette lettre, disant « prêt hypothécaire entièrement remboursé », je l'ai collée sur mon frigo, avec un stupide aimant en forme de vache. C'était comme la plus grande victoire de ma vie. Alors, quand ma sœur Rachel s'est pointée de nulle part, ce mardi après-midi, j'ai pensé qu'elle venait peut-être me féliciter. D'habitude, elle ne vient pas seule. La plupart du temps, si elle est dans le coin, elle traîne nos parents ou son mari, Marc, avec elle. Mais cette fois, c'était juste elle, debout sur mon paillasson, un immense café glacé à la main. Elle avait l'air de déjà posséder les lieux. « Salut », ai-je dit, en m'écartant. Elle est entrée sans répondre. Ses yeux balayaient tout, comme si elle inspectait un appartement à louer. Elle a jeté un œil dans la 2e chambre, la salle de bain, et même dans mon minuscule placard bureau. Elle s'est arrêtée dans la cuisine, les mains sur les hanches. « C'est plus grand que dans mes souvenirs », a-t-elle finalement dit. « Merci. » Elle a hoché la tête, comme si elle venait de confirmer quelque chose dans sa tête. Puis, elle s'est retournée, et m'a regardé droit dans les yeux. Alors, a-t-elle commencé, comme si nous étions au milieu d'une discussion en cours, nous nous sommes mis d'accord, pour que cet endroit appartienne désormais à la famille. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Un bien familial, a-t-elle répété, plus lentement cette fois, comme si je ne comprenais pas, c'est ridicule que tu gardes toute cette place pour toi, alors que Marc et moi avons un bébé, et que les loyers sont impossibles. On va emménager. Tu peux te trouver un autre endroit. Elle a dit ça nonchalamment, comme si elle annonçait la météo. J'ai ri. Parce que peut-on faire d'autre, quand quelqu'un dit une chose pareille ? Mais Rachel n'a pas ri en retour. Elle a croisé les bras, et a haussé les sourcils, comme si c'était moi qui étais bizarre. Attends, tu es sérieuse, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu. Maman et papa sont d'accord. C'est la meilleure chose pour tout le monde. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de tout cet espace. Tu es tout seul. J'ai regardé autour de mon petit appartement. Peut-être qu'elle voyait une salle de bal secrète, que j'ignorais. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? On ne décide pas, comme ça, qu'on emménage chez moi. Rachel a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. C'est une maison de famille, maintenant. Tu comprendras, quand tu auras des enfants. Cette partie-là m'a fait rire encore plus fort. Rachel, ce n'est pas une maison de famille. Je l'ai achetée. Je l'ai payée. C'est la mienne. Elle a fait un geste de la main, comme si c'était un détail mineur. Oui, mais allons. Ce n'est pas juste que tu la gardes, alors que nous en avons plus besoin. Tu peux te prendre un appartement quelque part, quelque chose de petit. Tu n'utilises même pas la 2e chambre. Je suis resté là, planté. J'avais déjà entendu des choses folles de la part de ma famille, mais là,
c'était un autre niveau. Tu as déjà parlé à maman et papa, ai-je demandé. Évidemment, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. Ils pensent que c'est tout à fait logique. Est-ce qu'ils pensent aussi que je vais simplement leur tendre mes clés et commencer à faire mes cartons? Rachel a soupiré, comme si j'étais déraisonnable. Écoute, on n'essaie pas de se battre. C'est juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Les heures de marque ont été réduites. Les frais de garde d'enfants ne cessent d'augmenter. Et toi, tu es assis ici, avec 2 chambres et pas d'enfants. C'est un peu égoïste, tu ne trouves pas? J'ai cligné des yeux. Égoïste? Parce que j'ai fait des heures supplémentaires, et que j'ai sauté des dîners au restaurant, pour pouvoir avoir un logement stable. Et maintenant, je suis égoïste de ne pas le donner. Rachel a pris son café sur le comptoir, comme si la conversation était réglée. On aura besoin d'emménager, d'ici la fin du mois prochain. Ça te laisse le temps de trouver un autre endroit. Elle se dirigeait déjà vers la porte, avant même que j'aie répondu. Rachel, ai-je dit, réalisant enfin ce qui venait de se passer. Tu n'emménageras pas ici. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée de la porte, et m'a adressé ce sourire. Le genre de sourire que les gens utilisent, quand ils pensent que vous finirez par céder. On a déjà parlé à maman et papa, a-t-elle répété. Et puis, elle est partie. Je suis resté au milieu de mon salon, à fixer la porte après qu'elle se soit fermée. Le frigo s'est mis en marche derrière moi, avec ce gémissement familier. J'ai regardé la lettre de la banque, toujours accrochée là, avec l'aimant en forme de vache. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais imaginé toute la scène. Mais non, Rachel était sérieuse. Et apparemment, mes parents aussi. Je ne me sentais pas encore en colère. Juste en déséquilibre, comme si le sol s'était un peu incliné. Et j'attendais de voir s'il allait continuer. Après le départ de Rachel, je suis resté là un moment, à fixer la porte, comme si elle pouvait s'ouvrir à nouveau. Elle ne l'a pas fait. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Mais mon cerveau revenait sans cesse à ce qu'elle avait dit. Un bien familial. Comme si elle et Marc avaient le droit de décider ça pour moi. Je me suis dit que si je devais raconter toute l'histoire, je devais expliquer comment nous en étions arrivés là. Parce que ça n'a pas commencé hier. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Mon premier emploi, c'était de débarrasser les tables dans ce snack miteux, près de notre lycée. Salaire minimum, plus les pourboires si les clients se sentaient généreux. La plupart ne l'étaient pas. Après ça, c'était des postes d'été à la quincaillerie, puis un petit boulot à la bibliothèque du campus, pendant mes études. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais pris l'habitude de dire oui, à chaque heure supplémentaire que je pouvais obtenir. J'ai vécu modestement pendant longtemps. Un studio avec vue sur un mur de briques, des meubles trouvés sur Craigslist. Pendant ce temps, Rachel vivait une vie complètement différente. Elle a 4 ans de moins que moi. Mes parents ont payé ses stages de pom-pom girl, ses leçons de conduite, sa robe de bal. Tout en me disant que l'argent était serré, quand j'avais besoin de nouveaux freins pour ma voiture. Rachel était l'enfant chéri. Les professeurs l'adoraient. Les voisins la choyaient. Quand elle oubliait ses devoirs, mes parents disaient qu'elle était juste fatiguée. Quand j'avais un B au lieu d'un A, ils me demandaient pourquoi je n'étudiais pas plus dur. Ce n'était pas comme si elle était méchante, ou quoi que ce soit. Elle était juste habituée à ce que les choses aillent dans son sens. Quand j'étais à l'université, elle est entrée dans une université privée, avec des frais de scolarité qui me donnaient mal au ventre. Mes parents ont co-signé ces prêts, sans sourciller. Moi, j'étais dans une université publique, avec des bourses et des petits boulots. Elle a étudié la communication, posté des photos de fêtes d'avant-match, de vacances de printemps, de cafés branchés. Moi, je passais mes nuits à la bibliothèque, à essayer de finir des projets avant mon service de 6 heures du matin, à décharger des camions à l'entrepôt. Quand j'ai acheté l'appartement il y a 5 ans, c'était le 3 pièces décent le moins cher, que j'ai pu trouver dans un quartier qui ne tombait pas en ruine. Il avait besoin de travaux. Peinture qui s'écaille, appareils électroménagers anciens, et des planchers qui grinçaient à certains endroits. Mais il était à moi. Je me souviens avoir signé les papiers, avec des mains qui ne cessaient de trembler, parce que j'étais terrifié à l'idée de tout gâcher, d'une manière ou d'une autre. Rachel est passée une fois, à l'époque.
Elle a traversé l'endroit en plissant le nez. C'est cosy, a-t-elle dit. Ce qui est une façon polie de dire « petit ». C'est ce que je peux me permettre, lui ai-je répondu. Elle a souri, comme si elle me faisait une faveur. Je veux dire, je ne pourrais jamais vivre dans un endroit comme ça, mais tant mieux pour toi. Ça m'est resté en travers de la gorge. J'ai fait des heures supplémentaires, à réparer les ordinateurs portables des autres le week-end, j'ai vécu de nouilles instantanées, et j'ai renoncé à m'acheter des vêtements décents pendant des années. Tout ça, pour pouvoir posséder un logement. Et ma sœur, le traitait comme un appartement de débutant, pour lequel elle était trop bien. Avance rapide, elle épouse Marc. Il est bien. Un gars tranquille, prof de sciences au collège. Toujours poli, mais il ne parlait jamais beaucoup, quand nous étions ensemble. Ils ont loué un bel appartement de 4 pièces, non loin d'ici. Immeuble plus récent, salle de sport, terrasse sur le toit qui fonctionne. Bien plus agréable que mon appartement. Ils ont eu un bébé l'année dernière. Un enfant adorable. J'ai envoyé des cadeaux, je suis allé leur rendre visite, et j'ai essayé d'être le bon oncle. Puis, les frais de garde ont commencé à les frapper. Les heures de Marc ont été réduites. Rachel a quitté son emploi à temps partiel dans le marketing, pour rester à la maison. Les problèmes d'argent ont commencé à s'immiscer dans les conversations. Des petites remarques sur les factures, le loyer, les mois difficiles. Je pensais qu'ils allaient déménager dans plus petit, comme le font les gens normaux, quand les coûts deviennent incontrôlables. Au lieu de ça, Rachel se pointe à ma porte, prétendant que mon appartement est maintenant pour la famille. Comme si c'était un bien commun, juste parce que nous partageons le même ADN. Et mes parents. Je n'ai même pas été surpris qu'ils prennent son parti. La différence, maintenant, c'est que cet endroit n'est pas un jouet familial, que tout le monde peut emprunter. C'est la seule chose, pour laquelle je me suis cassé le dos, pour l'obtenir pour moi-même. Et soudain, Rachel pense qu'elle peut débarquer, et se l'approprier. Et maman et papa, la soutiendront, parce qu'ils le font toujours. Mais voilà le truc. Je ne suis plus un gamin. Je ne vis pas dans leur maison, je ne mange pas leur nourriture, et je n'emprunte pas leur voiture. Je paie mes factures. Je maintiens mon logement en bon état. J'ai enfin quelque chose de solide, sous les pieds. Et pour être honnête, entendre Rachel me traiter d'égoïste, pour avoir gardé l'endroit que j'ai payé, a allumé quelque chose dans ma poitrine, que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la colère, bien sûr. Mais aussi, une obstination que je ne me connaissais pas. Parce que cette fois, il ne s'agit pas de partager des jouets, ou des trajets pour l'école. C'est ma maison, et je ne vais pas l'abandonner. Les appels ont commencé, le matin après que Rachel se soit pointée chez moi. D'abord, maman. Chérie, j'ai entendu dire que tu étais un peu tendue hier, a-t-elle dit, de cette voix que les gens utilisent, quand ils s'apprêtent à vous sermonner, mais font semblant de ne pas l'être. Tendue, ai-je demandé. Rachel nous a raconté ce qui s'est passé. Tu dois voir les choses de son côté. Ils ont un bébé. Le loyer est impossible en ce moment. Maman, elle s'est pointée, et a annoncé qu'elle emménageait chez moi, comme si c'était déjà décidé. Personne ne m'a rien demandé. Elle a probablement juste supposé que tu aiderais. La famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. Je lui ai dit que je n'acceptais rien. Et elle a soupiré, comme si je venais d'avouer être le méchant d'un film. Tu n'utilises même pas la deuxième chambre, a-t-elle dit. Et elle est là, vide, pendant qu'il lutte. Ça ne semble pas juste. Je lui ai répété que ça n'arriverait pas. Elle a dit que nous en reparlerions au dîner, dimanche. Je ne savais même pas qu'il y avait un dîner dimanche. À l'heure du déjeuner, mon téléphone vibrait à nouveau. Mon père, cette fois. Même discours, mais avec un ton déçu, comme si j'avais enfreint un code familial. Il a dit des choses comme « Prends tes responsabilités » et « Vois les choses dans leur ensemble ». Je lui ai rappelé que ce n'était pas moi, qui demandait à quelqu'un d'autre de renoncer à sa maison. Il m'a dit de ne pas être dramatique. Puis, un texto d'une tante que je n'ai pas vue depuis plus d'1 an. Chérie, ils ont juste besoin d'un coup de pouce. Tu peux te trouver un autre logement plus tard. Comme si les gens gardaient des appartements de rechange, dans leur poche arrière. Ce soir-là, Rachel a envoyé un long message, expliquant que c'était temporaire, et pour le bien de la famille.
Elle a joint une feuille de calcul, que Marc avait faite, montrant combien d'argent ils économiseraient, en emménageant avec moi. Le loyer était à 0, les charges coupées en 2, et rien n'était indiqué pour les frais de copropriété, ou les réparations. Comme si l'endroit s'entretenait tout seul, par pure bonté d'âme. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai vérifié le site public de la copropriété. Il publie les conditions de bail standard. La résiliation anticipée coûte 3 mois de loyer. Mes sourcils se sont haussés. Donc, il ne s'agissait pas seulement de vouloir plus d'espace. Il s'agissait d'éviter une facture. Quelques heures plus tard, j'ai appelé mon ami Sam, qui travaille à l'accueil d'une agence immobilière locale. Je lui ai posé des questions générales sur les demandes de location, les refus récents, ce genre de choses. Il a dit qu'il y en avait eu beaucoup. Dettes élevées, paiements manqués, score de crédit au plus bas. Il n'a nommé personne en particulier, mais j'ai commencé à faire le lien moi-même. Je n'ai rien partagé de tout ça avec maman ou papa. Pas encore. Vendredi après-midi, un autre appel. Maman, encore. On fait un dîner de famille dimanche, a-t-elle dit. Tout le monde sera là. On pourra en discuter calmement. Calmement, bien sûr. Je savais exactement comment se passaient ces dîners. Une table pleine de parents, hochant tous la tête, pendant que quelqu'un vous dit que vous êtes déraisonnable. Les voix restent polies, jusqu'à ce que vous cédiez. C'est comme une intervention, mais avec des lasagnes. Pourtant, j'ai dit d'accord, j'irai. Samedi soir, Rachel a de nouveau envoyé un texto. On doit être parti d'ici dans 4 semaines. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Plus difficiles pour qui? Me suis-je demandé. Je n'ai pas répondu. Dimanche est arrivé. J'ai conduit jusqu'à chez mes parents, après le déjeuner. Leur maison est la même que celle où nous avons grandi. Même papier peint qui s'écaille dans le couloir. Même canapé qui s'affaisse au milieu, parce que papa refuse de le remplacer. Quand je suis entré, l'odeur de pain à l'ail m'a frappé en premier. La table était déjà mise. Rachel et Marc étaient assis ensemble d'un côté, comme un jury prêt à m'interroger. Mes parents tournaient en rond dans la cuisine. « Salut », ai-je dit. Rachel a souri, comme si de rien n'était. « Salut, on est sur le point de manger. » J'ai su quel était le plan, à la seconde où je me suis assis à cette table. Rachel avait ce faux sourire poli, celui qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à demander quelque chose d'important. Marc avait l'air de vouloir être n'importe où, sauf ici. Maman et papa n'arrêtaient pas de se faire des signes de tête silencieux, comme s'ils avaient un script prêt à l'emploi. Rachel a commencé la première. On a besoin de l'appartement que pour 1 an, a-t-elle dit, la voix douce, comme si elle me faisait une faveur, en fixant une échéance. 1 an, ai-je demandé. Eh bien, peut-être moins, a-t-elle dit rapidement. Ça dépend de la vitesse à laquelle on se remettra sur pied. Je n'ai pas répondu. Elle a de nouveau poussé le dossier de papier vers moi. Marc et moi avons élaboré un plan. Budget, calendrier, tout. Marc s'est raclé la gorge. C'est très organisé. On couvrirait les charges, évidemment. On ne paierait juste pas de loyer, puisque tu es déjà propriétaire. Les charges, ai-je demandé, en feuilletant les pages. C'est tout. Rachel a hoché la tête, comme si c'était généreux. Maman s'est penchée. Chérie, c'est temporaire. Pense au bébé. Elle a besoin de sa propre chambre. J'ai regardé Rachel. Vous louez un 4 pièces en ce moment. C'est trop cher, a-t-elle dit sèchement. Alors, prenez un logement plus petit. Ça ne lui a pas plu. Sa bouche s'est pincée. Pourquoi devrions-nous tout chambouler, alors que tu as de l'espace inutilisé? Je l'ai dévisagé. Parce que c'est ma maison. Papa a soupiré, posant sa fourchette comme s'il s'apprêtait à livrer une sagesse venue d'une montagne. Il s'agit de la famille, qui travaille ensemble. Tu as de la place. Ils ont le besoin. C'est du bon sens. J'ai pointé du doigt les papiers devant moi. Vous avez écrit ça, comme si j'avais déjà accepté. Est-ce que quelqu'un a pensé à me demander d'abord? Silence. Rachel a finalement dit, on s'est dit que tu serais raisonnable, une fois que tu verrais les chiffres. J'ai tourné à la page du soi-disant budget. Pas de frais de copropriété,
pas de réparation, les charges coupées en deux, comme si les factures d'électricité fonctionnaient à l'énergie positive. Loyer, 0. J'ai repoussé le dossier vers elle. Ça n'arrivera pas, son sourire s'est fissuré. Pourquoi pas? Tu n'utilises même pas la deuxième chambre. Ça n'a pas d'importance. Elle est là, vide, pendant qu'on se noie dans les factures, a-t-elle dit, la voix montant un peu. Et tu as de l'espace en plus, dont tu n'as pas besoin. C'est égoïste. Voilà, encore. Égoïste. Comme si les années que j'ai passées à faire des doubles services, à manger des nouilles instantanées, à dire non aux vacances pour pouvoir payer cet endroit, ne comptaient pas. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé votre bail, ai-je dit. Rachel s'est figée. Quoi? C'est public, ai-je dit. 3 mois de loyer si vous le résiliez plus tôt, c'est bien ça? C'est de ça qu'il s'agit, en réalité. Marc s'est agité, mal à l'aise. Le visage de Rachel est devenu rouge. Et ça ne te regarde pas, a-t-elle lâché. Vous en faites mon affaire, ai-je dit, gardant ma voix égale. Vous voulez emménager chez moi, pour éviter de payer des pénalités sur le vôtre. Soyez honnête. Maman a froncé les sourcils. Est-ce que c'est vrai? Rachel m'a fusillé du regard, comme si je l'avais trahi. On a juste besoin d'un nouveau départ. Pourquoi tu rends ça si difficile? Parce que tu t'es pointé, et tu as annoncé que tu emménageais, comme si je n'avais pas mon mot à dire, ai-je dit. Comme si mes années de travail ne comptaient pas, parce que tu veux une solution de facilité. Marc a finalement parlé. Écoute, on essaie juste de trouver une solution, qui fonctionne pour tout le monde. Pour tout le monde, ou pour vous deux, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Rachel a regardé maman, désespérée. Dis-lui que c'est logique. Tu sais que ça l'est. Maman a hésité, puis a dit, chérie, ils ont le bébé à prendre en compte. Je l'ai coupé. Alors, peut-être qu'ils auraient dû mieux planifier, au lieu de se pointer ici avec de faux budgets, et de s'attendre à ce que je leur tende mes clés. Rachel a claqué sa main sur la table. On est une famille. La famille s'entraide. La famille se respecte aussi, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de décider, que ma maison n'est plus la mienne, parce que vous avez fait de mauvais choix financiers. Papa a finalement pris la parole. Bon, calmons-nous. Non, ai-je dit, en me levant. Vous vous êtes tous assis ici, prêts à me faire culpabiliser, comme si j'étais le méchant, pour ne pas avoir renoncé à la seule chose pour laquelle j'ai travaillé. Je ne le ferai pas, la voix de Rachel tremblait maintenant. Alors, tu préférerais nous voir à la rue, plutôt que d'aider. Vous louez un appartement de 4 pièces, ai-je dit. Vendez les meubles, résiliez le bail, déménagez dans un endroit moins cher. Les gens le font tout le temps. Mais vous n'emménagerez pas ici. Maman avait l'air stupéfaite. Tu ne penses pas ça? Si, ai-je dit. Ce n'est plus un débat. Le visage de Rachel est devenu rouge. Marc fixait la table, comme si le grain du bois était fascinant. J'ai attrapé ma veste. Merci pour le dîner, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte. Bonne chance avec le bail. Personne ne m'a arrêté. En partant, j'ai entendu Rachel marmonner quelque chose à maman, sur le fait que j'étais sans cœur. Je n'ai même pas regardé en arrière. Et après le dîner, le cœur familial s'est mis en branle. Rachel, avec son « on peut encore arranger ça ». Maman, avec son « la famille passe avant tout ». Papa, avec sa « vision d'ensemble ». Même un oncle que je n'ai pas vu depuis 1 an, a donné son avis, elle a un bébé, toi non. J'ai arrêté de répondre. Je n'allais pas changer d'avis. Une semaine a passé. Un soir, après le travail, je suis rentré et j'ai remarqué quelque chose près de la porte. De fines rayures près de la serrure. Une éraflure, en bas du bois, comme si quelqu'un l'avait légèrement botté. J'ai passé mon doigt sur les rayures. Ça pourrait n'être rien, bien sûr. Mais j'habite ici depuis 5 ans. Je connais chaque bosse et chaque grincement de cet endroit. Ce n'était pas là avant. Mon estomac s'est noué. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assis devant mon ordinateur portable. J'ai rempli le formulaire de rapport de non-urgence en ligne, de la ville. Juste les bases. Altération possible, pas d'entrée, pas de suspect.
J'ai cliqué sur « Envoyer », j'ai reçu l'email de confirmation, et j'ai fermé l'ordinateur. Le lendemain, j'ai remplacé le pen dormant par un modèle résistant au perçage, et j'ai ajouté 2 caméras. Un Judas numérique, face au couloir, et une petite caméra à détection de mouvement à l'intérieur, couvrant l'entrée. Les 2 enregistraient en haute définition, et envoyaient des alertes à mon téléphone. Ça n'a pas coûté cher. Ça valait chaque centime, si j'avais raison sur l'identité de celui qui rôdait. Pendant 2 nuits, rien ne s'est passé. La caméra est restée silencieuse. Pourtant, je continuais de vérifier les flux, avant de me coucher. Le volume de mon téléphone au maximum, au cas où des alertes arriveraient. La 3e nuit, c'est arrivé. 2h37 du matin. Le bourdonnement du téléphone sur la table de nuit m'a réveillé. Mouvement détecté à votre porte. J'ai attrapé le téléphone, j'ai ouvert l'application. Le flux granuleux en noir et blanc montrait quelqu'un debout à ma porte. Rachel. Capuche relevée, des mèches de cheveux qui dépassaient sur les côtés, les épaules voûtées. Elle avait quelque chose de brillant dans la main, qu'elle bougeait autour de la serrure. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur l'application, j'ai basculé mes jambes hors du lit, et j'ai composé le 911. J'ai chuchoté au standardiste, quelqu'un essaie de s'introduire dans mon appartement. J'ai une vidéo. J'ai donné l'adresse, je suis resté en ligne. Rachel continuait de travailler la serrure, comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle savait que je n'étais pas à la maison. Les lumières du couloir de l'immeuble se sont allumées. Minuterie automatique. Elle s'est figée une demi-seconde, a regardé par-dessus son épaule, puis a recommencé à tripoter la serrure. Le standardiste a dit que les unités étaient proches, et m'a dit de ne pas bouger. J'ai regardé à travers l'écran du téléphone, le cœur battant. 1 minute plus tard, 2 policiers sont apparus dans le champ de la caméra du couloir, marchant rapidement. Rachel ne les a pas vus, avant qu'ils ne soient presque sur elle. Je suis resté derrière la porte, jusqu'à ce que les agents arrivent dans le couloir. Quand ils lui ont dit de reculer, j'ai ouvert et je leur ai montré le flux en direct, avec l'outil sur la serrure. Les policiers ont demandé une pièce d'identité. Elle a bafouillé, a dit quelque chose sur le fait d'avoir oublié ses clés. Je leur ai montré l'enregistrement de l'application. Elle, avec le tournevis. Clair comme le jour. Ils l'ont arrêté là, dans le couloir. Menotté, les poignets rouges, la totale. Je n'étais pas suffisant. Je n'étais même pas en colère, à ce moment-là. Juste fatigué, tremblant. Comme si mon corps n'avait pas encore rattrapé mon cerveau. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. Un policier est resté pour prendre ma déposition, tandis que l'autre emmenait Rachel dans le couloir. 5 minutes plus tard, Marc s'est pointé. Les cheveux en bataille, en pantalon de survêtement. Il avait l'air d'avoir sprinté. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, la voix cassée. Elle a essayé de s'introduire par effraction, ai-je dit sèchement. Marc a regardé le policier, puis moi. C'est un malentendu. Elle avait un double d'avant. Je l'ai coupé. Je ne lui ai jamais donné de double. Elle pensait qu'elle en avait encore un, a-t-il dit faiblement. Elle n'en avait pas, ai-je dit. Marc s'est frotté le visage. Il n'a pas argumenté après ça. Il a juste marmonné quelque chose sur le fait d'appeler un avocat, et a suivi les policiers. J'ai verrouillé la porte derrière eux, j'ai vérifié le pen dormant, et je me suis assis sur le canapé, à fixer le vide pendant un long moment. Les caméras ont continué d'enregistrer, jusqu'à ce que le couloir redevienne silencieux. Le matin après l'arrestation de Rachel, j'ai pris quelques heures de congé. Je voulais que tout soit documenté, avant que les gens ne recommencent à m'insulter. D'abord, je suis passé au poste de police. J'ai remis les fichiers vidéo. Ils ont dit qu'ils récupéreraient l'audio du 911. Un des agents m'a donné un numéro de dossier, et a dit que la vidéo rendait les choses assez simples. Ils avaient déposé le rapport, le transmettraient au procureur, et je recevrais des mises à jour plus tard. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait 2 copies de tout. Une sur une clé USB, une autre dans un dossier verrouillé sur mon compte cloud. J'ai imprimé le rapport d'incident, et je l'ai mis dans un dossier avec mes papiers d'hypothèque. Puis, j'ai envoyé un email à mon patron, disant que j'arriverais un peu en retard au travail, à cause d'un incident de sécurité personnelle.
C'est tout ce que j'ai dit. Il a répondu, occupe-toi de ce dont tu as besoin. Merci de m'avoir prévenu. J'en suis resté là. À midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman, d'abord. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle demandé, la voix sèche. Elle a essayé de s'introduire dans mon appartement à 2 heures du matin, ai-je dit. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est elle. Tu n'avais pas à appeler la police, a dit maman, comme s'il y avait eu une meilleure option. Elle avait un tournevis dans ma serrure, ai-je dit. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'ouvre la porte et que je lui offre un café? La famille devrait régler ses problèmes en privé, a dit maman. Est-ce que en privé signifie faire comme si de rien n'était, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu à celle-là. 2 heures plus tard, papa a appelé. Même ton, mot différent. Elle a un bébé, a-t-il dit. Elle a fait une erreur. Ne gâche pas sa vie pour ça. Elle a fait ses propres choix, ai-je dit. Je dormais dans ma propre maison. Je ne m'excuserai pas de l'avoir protégée. Il a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais froid. J'ai raccroché, avant de dire quelque chose que je regretterais. Le soir, ma tante a envoyé un texto, elle ne le pensait pas, laisse tomber les charges. Je l'ai ignoré. 2 jours plus tard, un voisin a mentionné une ancienne affaire de fraude. Les archives judiciaires montraient une condamnation avec sursis et une mise à l'épreuve, datant de plusieurs années. La nouvelle arrestation ne violait pas une mise à l'épreuve active, mais signifiait une nouvelle condamnation, en plus d'une affaire antérieure. Je l'ai vérifié plus tard. Les archives judiciaires sont publiques, si vous savez où chercher. Effectivement, Rachel avait une petite accusation de fraude, datant de 5 ans. Condamnation avec sursis, mise à l'épreuve, amende payée. Rien de majeur, mais c'était là. Je n'ai rien posté à ce sujet, nulle part. Je n'en ai pas parlé aux cousins. Je ne me suis pas lancé dans une grande tirade en ligne. J'ai répondu aux questions du procureur, j'ai envoyé la vidéo par email quand ils l'ont demandé, et j'ai gardé tout ça, ennuyeux et professionnel. L'affaire de Rachel a avancé rapidement. Ils l'ont inculpée pour des délits mineurs, liés à la tentative d'effraction, et l'affaire antérieure n'a pas aidé. Elle a plaidé coupable, pour éviter un plus gros bazar. Le juge lui a donné une courte peine, 3 mois, et un casier judiciaire qui ne disparaîtrait pas cette fois. Marc m'a envoyé un texto, pendant qu'elle était en prison. Un long paragraphe, expliquant qu'ils étaient sous pression. Frais de garde, facture médicale, loyer trop élevé, la vie qui les rattrapait trop vite. Il a dit que Rachel essayait juste de faire ce que font les parents, garder un toit au-dessus de la tête de leurs enfants. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé, et je n'ai pas répondu. Leur situation financière s'est effondrée après ça. Ils étaient toujours dans un bail à durée déterminée. Quand ils l'ont rompu, la pénalité de 3 mois de loyer les a frappés. Après ça, ils ont pris un bail de courte durée, mois par mois, ailleurs, et le tarif a grimpé. Avec Rachel qui ne travaillait pas, et maintenant avec un casier, Marc portait tout sur ses épaules, avec un salaire d'enseignant. 3 mois plus tard, Rachel était sortie. J'ai appris par maman, qu'ils avaient emménagé chez elle et papa, pendant un certain temps. C'est entre vous et eux, ai-je dit. Ce ne sont plus mes affaires. Maman n'a pas aimé cette réponse. Elle a dit que l'ambiance à la maison était tendue. Rachel et Marc se disputaient à propos des factures. Papa détestait le bruit. Maman essayait de maintenir la paix. Je suis resté en dehors de ça. 1 mois plus tard, j'ai vu papa en personne. Il est passé à mon appartement, pour déposer du courrier qui était arrivé à leur adresse. Il avait l'air fatigué. Ta sœur passe un mauvais moment, a-t-il finalement dit. Elle a fait ses choix, ai-je répondu. Elle dit que tu la détestes maintenant. Je ne la déteste pas, ai-je dit. Mais j'en ai fini d'être la personne, sur qui tout le monde s'appuie, tout en me traitant d'égoïste. Il n'a pas argumenté, n'a pas défendu sa cause, a juste hoché la tête lentement, m'a tendu le courrier, et est parti. C'était la dernière vraie conversation que nous ayons eue à ce sujet. La vie est revenue à la normale pour moi, plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai gardé la même routine. Travail le matin, salle de sport le soir. J'ai réparé la fenêtre qui coinçait dans mon salon un samedi. J'ai finalement peint le mur inégal du couloir, avec des rouleaux bon marché, et beaucoup trop de rubans de masquage.
Des petites choses, que je me promettais de faire depuis des années. Plus tard, j'ai appris par ma mère, que Rachel voulait mettre les choses au clair. Ma première pensée a été qu'elle voulait me crier dessus. Ma deuxième pensée, a été qu'elle voulait probablement encore quelque chose. Je ne l'ai pas contactée. Au lieu de cela, je leur ai envoyé une seule chose. Une photo encadrée de ma porte d'entrée, avec la nouvelle serrure installée. En dessous, une courte note. J'espère que vous trouverez un endroit qui soit vraiment à vous. Pas de jurons, pas d'insultes. Juste de la clarté. 2 semaines plus tard, maman a appelé. Rachel veut parler, a-t-elle dit prudemment. Comme si j'étais un animal sauvage, qu'elle ne voulait pas effrayer. À propos de quoi? Elle veut s'excuser, a dit maman. Est-ce que ces excuses viennent avant ou après, qu'elle demande quelque chose, ai-je demandé. Silence au bout du fil. Je la rencontrerai, ai-je finalement dit. Mais voilà le marché. Ma maison est hors de question. Personne ne se pointe sans y être invité. Si elle ne peut pas accepter ça, je ne viendrai pas, maman a accepté. La rencontre a été fixée au samedi, chez eux. Terrain neutre, a dit maman. Rachel était déjà là quand je suis arrivé. Assise à la table de la cuisine, les bras croisés, le menton relevé. Marc était assis à côté d'elle, l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Je me suis assis en face d'eux. Bon, ai-je dit. Vous vouliez parler? Allez-y, Rachel n'a pas perdu de temps. Tu n'avais pas à appeler les flics, a-t-elle commencé, la voix sèche. La famille ne fait pas ça, entre eux. Je l'ai dévisagé. Tu as essayé de t'introduire chez moi. J'étais désespéré, a-t-elle dit, comme si ça rendait la chose acceptable. Tu n'écoutais pas. Tu ne nous as laissé aucun choix. Il y avait un choix, ai-je dit. Vous auriez pu trouver un autre appartement, comme les gens normaux. Elle a fait un geste de la main. Sais-tu à quel point c'est dur avec un bébé? Avec les factures? On avait besoin d'aide. Vous vouliez une maison gratuite, ai-je dit sèchement. On méritait de l'aide, a-t-elle lâché. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas ce que c'est. Tout cet espace gaspillé, pendant qu'on se noyait. J'ai senti ma mâchoire se crisper. De l'espace, pour lequel j'ai travaillé. De l'espace, que j'ai payé, pendant que tu le trouvais de petit et que tu en riais, il y a 5 ans. Rachel a levé les yeux au ciel. Oh, allons. C'était différent. Non, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu as traité cet endroit comme s'il n'était rien, jusqu'à ce que tu en aies besoin. Puis, tu as décidé que c'était à toi. Pas demander, décider. Tu aurais pu nous laisser rester quelques mois, a-t-elle rétorqué. Mais non, tu as dû en faire toute une histoire. Porteur plainte. Vraiment? Tu as ruiné mon casier. C'est toi qui as ruiné ton casier, ai-je dit. C'est toi qui as pris ce tournevis. C'est toi qui t'es pointé à 2h37 du matin. Pas moi. Rachel s'est penchée en avant, les yeux perçants. Tu te crois meilleur que nous, parce que tu as un appartement et pas de responsabilité? Tu penses que faire quelques heures supplémentaires, fait de toi une sorte de héros? J'ai ri une fois. Un rire court et sec. Non. Je pense que ça fait de moi, la personne qui possède l'endroit que vous avez essayé de voler. Son visage est devenu rouge. On avait juste besoin d'un coup de pouce. Et moi, j'avais besoin de limites, ai-je dit. Maintenant, je les ai. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Vous vous êtes pointé sans y être invité. Vous avez ignoré chaque nom que je vous ai donné. Vous avez essayé de vous introduire par effraction. Et maintenant, vous êtes en colère contre moi, parce qu'il y a eu des conséquences. Marc a finalement parlé, la voix basse. Elle veut juste dire que ça n'avait pas besoin d'aller aussi loin. C'est aller aussi loin qu'elle l'a poussé, ai-je dit. Je ne porterai pas ça pour elle. Rachel m'a fusillé du regard, les poings serrés sur la table. Un jour, tu auras besoin d'aide. Ne t'attends pas à ce qu'on soit là. Je me suis levé. Bien. Comme ça, on est tous au clair. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. J'espère que vous vous en sortirez, ai-je dit. Mais ma maison est interdite pour toujours. Pas de débat,
pas de surprise. On a fini ici. Je suis sorti, avant qu'elle ne puisse répliquer. Les semaines ont passé après ça. Maman a essayé, encore quelques fois, de réunir tout le monde pour un dîner de famille. Je lui ai dit la même chose, à chaque fois. Si ma maison est mentionnée, ne serait-ce qu'une fois, je pars. Elle a dit qu'elle comprenait. J'ai gardé ma routine. Travail, salle de sport, petite réparation dans l'appartement. J'ai acheté quelques plantes bon marché pour le rebord de la fenêtre, j'ai changé ma chaise de bureau. Enfin, la vie semblait calme. Un après-midi, un cousin a mentionné que Rachel avait pris un emploi à temps partiel dans une garderie. Marc a pris des heures de soutien scolaire supplémentaires à l'école. Après quelques mois, ils ont trouvé une petite location, plus loin de la ville. Un endroit moins cher, plus ancien, mais à eux. Je ne les ai pas contactés. Pas en colère. Juste, j'en avais fini. Un an plus tard, l'appartement était plus beau que jamais. De la peinture fraîche sur tous les murs, pas seulement dans le couloir cette fois. De nouvelles serrures sur les deux portes. La lame de parquet qui grinçait près de la chambre, enfin réparée, après des années à me promettre de m'en occuper. J'ai acheté un canapé décent. Je me suis débarrassé de celui, plein de bosses, que je gardais depuis l'université. J'ai pris un tapis d'occasion, qui ne jurait pas avec les rideaux, pour une fois. Même le placard bureau, avait meilleure mine. J'ai monté une vraie étagère, au lieu de tout empiler sur des caisses de lait. Les plantes, près du rebord de la fenêtre, toujours en vie, d'une manière ou d'une autre. Quelques-unes avaient même de nouvelles feuilles. Je les arrosais régulièrement, je leur donnais une bonne lumière, et je leur parlais parfois, quand je m'ennuyais. Rentrer à la maison, était différent maintenant. Non pas parce que l'endroit était beau. Mais parce qu'il était à moi, d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. J'ouvrais la porte après le travail, j'entendais le pen dormant se verrouiller derrière moi, et je le sentais dans mes épaules. Le poids de la dernière année, juste disparu. Pas de visiteurs surprises, pas de culpabilisation, pas d'appel téléphonique me disant que j'étais égoïste. Le calme n'était pas de la solitude. C'était de la stabilité. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais vraiment m'asseoir sur mon canapé, avec la télé éteinte, sans bruit, sans drame, et juste respirer dans mon propre espace. Sans me demander quel combat allait suivre. La paix. Pas la victoire, pas la vengeance. Juste des limites, qui restaient là où je les avais mises.